Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Je lui parlais d'Eddie et du coup que nous avions monté. Je lui dis aussi comment Eddie avait tué l'homme. Mais je crois que je ferais mieux de commencer par le commencement. J'avais rencontré Eddie dans un bar à San Francisco. Il me plaisait pas beaucoup à l'époque, mais nous étions tous deux au bout de notre rouleau. Et quand il émit l'idée de braquer ce bureau de près, ça semblait bien être notre dernière chance. Le coup avait marché comme sur des roulettes, mais alors que nous sortions du bureau, un imbécile avait essayé de décrocher le téléphone et Eddie l'avait buté, comme ça, froidement. Ce n'était plus un simple hold-up, c'était un meurtre. Et aux yeux de la loi, j'étais aussi coupable qu'Eddie. Nous avions réussi à prendre le large, mais ce type qui s'était fait descendre avait bouleversé nos plans. Au lieu de partager le butin sur le champ, nous l'avions fourré dans une valise et expédié à Saint-Louis. Nous avions décidé de nous y retrouver 6 mois plus tard pour en prendre livraison. De cette façon, il y aurait moins de risques que l'un de nous se saoule et vende la mèche en parlant à tort et à travers. De plus, s'il y avait des billets dont le numéro avait été relevé, le danger aurait considérablement diminué dans 6 mois. Nous avions déchiré le reçu en 2. Eddie en avait pris une moitié et moi l'autre. Puis, nous nous étions séparés en pensant que de cette façon, nous courrions moins de risques de nous faire repérer que si nous restions ensemble. Eddie m'avait donné un numéro de téléphone à Pittsburgh où je pourrais le joindre. Sa sœur y habitait et nous pourrions avoir recours à elle pour rester en contact. Je revins à Philadelphie en stop et travaillais pendant 3 semaines comme laveur de vaisselle dans un restaurant. Mais ça commençait à me tanner. Je suis comme tout le monde. J'aime bien tirer une bordée de temps à autre. Aussi, je braquais 2 stations-service pour remettre mes finances à flot. C'est alors que je fis la grosse gaffe. Je grillais un feu rouge. Vous savez, c'était un de ces nouveaux feux qui restent au rouge dans les 2 directions pendant une quinzaine de secondes avant de passer au vert. Moi, j'ai l'habitude, comme tout le monde, de surveiller le feu sur la voie transversale et de m'engager quand il passe à l'orange. C'est ce que je fis. Mais l'orange avait beau avoir disparu à ma gauche, le feu en face de moi restait au rouge. J'avais déjà traversé quand je compris ce qui s'était passé. Seulement, c'était trop tard. Le phare d'une voiture de police me rejoignit avant le carrefour suivant. Je stoppais et je sortis mes papiers. Si j'avais pris la contravention et payé l'amende dans les jours suivants, je ne serais pas en train de rouler vers l'ouest en ce moment. Mais j'étais énervé et j'avoue que j'avais pas ma tête à moi. J'offris au flic de lui refiler la moitié de l'amende pour qu'il passe l'éponge. Et qu'est-ce qui arriva? Il piqua une crise et m'embarqua pour tentative de corruption d'un agent dans l'exercice de ses fonctions. Oui, et c'est là que mes ennuis commencèrent. L'employé d'une station-service m'identifia comme étant le type qui lui avait fauché sa caisse, et je suis prêt à jurer que j'avais jamais vu ce gars-là de ma vie. Mais ils envoyèrent ma photo au service de diffusion. Tout s'écroula. San Francisco télégraphia qu'il me recherchait pour l'attaque du bureau de près, et le juge local décida que ce serait gaspiller l'argent des contribuables de Pennsylvanie que de me faire comparaître pour une simple histoire de vol à main armée, alors que la Californie me tenait dans le collimateur pour une affaire de meurtre. Voilà pourquoi je roulais vers l'ouest, solidement amarré au bras de Joe Biazon et par une paire de bracelets en bon acier trempé. Comme je l'ai déjà dit, nous avons beaucoup parlé le 2e jour. Je racontais toute mon histoire à Joe.
Il eut l'air de penser que, puisque c'était Eddie qui avait appuyé sur la détente, je pourrais sauver ma peau au lieu de faire le grand plongeon dans les vapeurs d'acide cyanhydrique. Mais la possibilité douteuse d'être relégué à vie ne me paraissait pas non plus particulièrement enviable. Aussi, omis-je de lui dire que j'avais téléphoné à la sœur d'Eddie avant qu'il découvre quel gros gibier je représentais. Après ce qui s'était passé, je ne pourrais plus jamais me fier à Eddie, mais sa sœur avait l'air réglo. « T'en fais pas, Kid, » m'avait-elle répondu. « J'ai des contacts. Eddie saura dans quel train tu es. Ils t'emmèneront jamais jusqu'à la côte. T'énerve pas, tu peux compter sur Eddie. » Plus je réfléchissais et plus je pensais qu'elle avait raison. C'est vrai, sans ma moitié du reçu d'expédition, le magot du bureau de prêt pourrait rester dans la salle des bagages de la gare de Saint-Louis jusqu'à ce qu'il soit complètement moisi. Personne ne pourrait y toucher. Si Eddie ne me sortait pas de ce pétrin, il ne lui resterait plus qu'à faire son deuil de la galette. Et comment pourrait-il être sûr que je ne le dénoncerais pas et que je ne le chargerais pas à fond devant le tribunal? Hein? Oui, Eddie était obligé d'intervenir. Et c'est ce qu'il fit. Je ne le remarquai même pas quand il monta dans le train à Springfield. J'avais dû m'endormir pendant l'arrêt. Mais il était bien là, avachi sur une banquette à l'autre bout du wagon, près de la porte des toilettes. Il lisait un journal du soir. Il ne regarda pas une seule fois dans ma direction, mais je compris ce qu'il voulait faire. Avec un soupir, je m'enfonçai dans mon siège et tentai de dormir. Joe, mon gardien, marmonnait quelque chose à propos de Johnny la retardataire, et il était déjà aux 3/4 endormi. Pour ma part, je dormis aussi bien qu'on peut le faire dans un wagon qui vous conduit à votre propre exécution. Je m'attendais à quelque chose quand nous atteignîmes Saint-Louis, mais il ne se passa rien. Eddie ne bougea pas de son siège, sommeillant ou lisant tour à tour. Je me demandais ce qu'il attendait. Le fric était à Saint-Louis. Logiquement, c'était l'endroit idéal pour filer. Mais Eddie resta imperturbablement assis sur sa banquette, se contentant de regarder par la fenêtre pendant toute la durée de l'arrêt. Puis le train se mit à rouler. J'étais trop tendu pour arriver à dormir ou même à réfléchir. Joe était assoupi à côté de moi. Il ronflait légèrement, et je remarquai qu'Eddie étudiait l'horaire des chemins de fer. Il était 4h10 du matin quand il me fit un signe de la tête avant de se lever et d'entrer dans les toilettes. Je donnai un coup de coude à Joe et il se réveilla instantanément. « Ça m'ennuie de te déranger, Joe, mais j'ai besoin d'aller faire un petit tour aux toilettes. » Il répondit par un grognement tandis que nous nous levions. Je retins mon souffle tout le long du couloir, tandis que nous passions à côté des voyageurs endormis. Mais Joe ne remarqua même pas que la place d'Eddie était vide. J'entrai le premier dans les toilettes et il me suivit. Eddie, qui s'était planqué derrière la porte, la referma sur lui et enfonça le canot d'un 45 dans les côtes de Joe. Eddie allait-il abattre Joe? Comment allions-nous nous enfuir? J'étais toujours attaché à Joe avec ses maudites menottes. Ça n'allait pas nous faciliter la tâche. Comment allait se terminer ce fichu voyage vers l'ouest? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. J'étais en route pour la chambre à gaz dans un train allant vers l'ouest. J'étais enchaîné à un flic, un brave homme qui, en d'autres circonstances, aurait été mon ami. À bord du train, venait de se glisser Eddie, mon complice, celui avec lequel j'avais fait le braquage du bureau de prêt et qui, dans un instant de panique, avait tué l'employé. C'est lui aussi qui avait l'autre moitié du reçu de la consigne où on avait caché le butin, un butin fabuleux. Il était 4h du matin quand Eddie me fit un signe avant de se diriger vers les toilettes.
Je réveillai Joe, le flic, lui demandant d'aller faire un petit tour. Eddie nous attendait dans les toilettes. J'entrai le premier. Eddie referma la porte et enfonça le canon de son 45 dans les côtes de Joe. Joe jura doucement, mais s'il était effrayé, il ne le montra pas. Dédaignant Eddie, il se tourna vers moi. « Est-ce que je me serais trompé sur ton compte, kid? Tu ne peux pas t'en tirer comme ça, tu le sais bien. »« Te presse pas de parier là-dessus, flicaille !» coupa Eddie. Dans ses yeux brillait le même reflet de folie que j'avais déjà vu quand il avait abattu le gars du bureau de près. « Prends-lui son arme, kid !» Joe ne fit pas un geste pendant que je fouillais sous sa veste. Je pris le revolver réglementaire dans son étui et je le glissai dans la poche de mon pantalon. « Maintenant, fais ta prière !» grinça Eddie. Les jointures de ses doigts crispés sur la crosse étaient blanches. « Eddie !» soufflai-je. « Eddie, fais pas l'idiot. Je suis toujours attaché à ce gars-là. »« Hein ?» Eddie ricanait, et il y avait quelque chose d'inquiétant dans ce ricanement. « Ouais, je vois. Bon, c'est bon, flicaille. Ça va te faire gagner un peu de temps. Où est-ce qu'est la clé des menottes? »« Je n'ai pas la clé, » répondit Joe. « La clé nous attend au commissariat central de San Francisco, expédiée par avion. » Il n'y avait toujours aucune crainte dans sa voix. Je ne pouvais m'empêcher d'admirer le cran de Joe. Si j'avais été à sa place, face à un cinglé comme Eddie, j'aurais crevé de peur. Mais Joe se comportait comme s'il ignorait ce qu'était la peur. « Écoute, flicaille !» gronda Eddie, le visage toujours tordu par un sourire inquiétant. « Écoute, tu vas faire une balade beaucoup plus longue que mon copain. N'oublie jamais ça !» Il eut une brusque embardée au moment où le train commençait à freiner pour s'arrêter à Oklahoma City. La secousse nous fit perdre l'équilibre à Joe et à moi et nous projeta contre la cloison, mais Eddie était calé dans le coin comme s'il avait prévu le coup. Nous attendîmes dans les toilettes jusqu'à ce que le train soit arrêté, puis nous sortîmes du wagon et traversâmes la gare, la menace d'Eddie collée à nos talons. Au parking, une voiture nous attendait. Joe et moi, on s'installa à l'arrière et Eddie se mit au volant. Il y avait peu de circulation à une heure aussi matinale. Après avoir serpenté à travers la ville, on prit la route 66 pour revenir à Saint-Louis. Eddie se maintenait autour de la vitesse maximum autorisée et on roula en silence pendant une 50aine de kilomètres. Puis, il ralentit comme s'il cherchait quelque chose. Finalement, il retrouva ses points de repère et s'engagea dans un chemin de terre. « Ça pose pas de problème, kid, » dit-il. « Je me doutais qu'il pourrait nous arriver ce genre de truc. Je nous ai trouvé une planque et un outil pour enlever tes menottes. » Le jour s'était levé. Après 10 minutes d'un trajet cahotant, on atteignit une ferme abandonnée. La grange s'était effondrée depuis longtemps, mais la maison d'habitation s'obstinait à rester debout, sans fenêtre, balayée par le vent et les murs tout décrépits. Eddie stoppa sur le côté du bâtiment. C'est alors que je remarquai que Joe respirait bizarrement. En effet, à plusieurs reprises, il avait pris de profondes inspirations avant de se mettre à halter douloureusement, comme s'il était souffrant. « Ça va bien, Joe ?» lui demandai-je. « Ça va bien, kid, » répondit-il. Mais sa voix rendait un son anormal. On sortit de la voiture et on passa le coin de la maison pour monter un escalier branlant. Au moment où on allait pénétrer dans la maison, Joe marmonna quelque chose où il était question de Johnny et s'écroula sur le plancher. Je l'attrapai au vol et réussis à ralentir sa chute. Joe venait de s'évanouir. « Ah, qu'est-ce qui lui arrive ?» demanda Eddie. J'étais agenouillé près de Joe, incapable de répondre, et je cherchais son pouls de ma main libre. Pendant un instant qui me parut une éternité, je ne trouvais rien. Puis je sentis quelque chose sous mes doigts, une
palpitations faibles et maladives comme celles d'un papillon englué dans une toile d'araignée. Je me tournai vers Eddie. « Il a une crise cardiaque, Eddie. Il faut le conduire à l'hôpital. Si on l'emmène pas, il va mourir. Ça fait pas un pli. » Eddie se mit à rire, mais à rire, comme si j'avais dit la chose la plus drôle du monde. « Écoute, Kid, tu parles tout de même pas sérieusement? Qu'est-ce qui a bien pu te faire croire qu'il sortirait vivant d'ici, hein? Crise cardiaque ou pas? Non, écoute-moi bien, mon gars. Je t'ai dit que j'avais un outil pour te débarrasser de tes menottes. Tu vas voir. » Il se précipita vers la porte qui conduisait au fond de la maison. Le pouls de Joe avait l'air de se remettre un peu. Il vacillait, puis se mettait à battre presque régulièrement pendant quelques secondes, puis s'effondrait de nouveau. Joe ouvrait les yeux quand Eddie revint dans la pièce. « Regarde ça! C'est avec ça qu'on va détacher ce sale flic de ton bras. » Eddie tenait un hachoir à viande dans la main droite, et de la main gauche, il en caressait le tranchant. La lueur démente dansait de nouveau dans ses yeux quand il s'avança vers Joe. Peut-être ai-je pensé au fils de Joe, à ses petits-enfants et à sa petite Johnny la retardataire. Peut-être n'ai-je pensé à rien. Tout ce dont je me souviens, c'est du revolver de Joe qui tressautait dans ma main gauche. Il était vide à présent, brûlant et fumant, et Eddie était étalé sur le plancher, baignant dans son sang. Le reflet démentiel luisait encore dans ses yeux, mais pour l'éternité cette fois. « Merci, Kid. » fit Joe. Sa voix n'était plus qu'un murmure, et il s'évanouit de nouveau. Les larmes me jaillirent des yeux. Je pleurais de rage et de frustration, m'apitoyant sur mon sort malheureux. Je pleurnichais ainsi tout le temps que je soulevais, portais, traînais et hissais Joe dans la voiture. Quand je l'eus installé sur le siège avant de la voiture, j'étais trop crevé pour pleurer davantage. J'avais étendu Joe sur le dos et je lui avais plié les genoux pour pouvoir fermer la portière. Sa tête glissa contre ma cuisse droite quand je m'assis au volant. « Kid, » dit-il. Et je me rendis compte qu'il avait de nouveau repris connaissance. « Kid, desserre ma ceinture. » C'était pas commode avec ma seule main gauche, mais je réussis à l'ouvrir. Même en faisant ça, je ne remarquais pas le ruban adhésif fixé sous la boucle. Je changeai de position et me tordis pour atteindre la clé de contact et démarrer. « Kid, la clé des menottes, elle est sous la boucle de ma ceinture. » souffla-t-il. Et il s'évanouit de nouveau. J'ouvris les menottes et pris la direction d'Oklahoma City. Quand j'atteignis la grande route, je mis le pied au plancher. Oh, ce ne fut pas long. J'entendis bientôt hurler derrière moi. Je me rangeai sur le bas-côté. Quand le motard vit dans quel état était Joe, il m'ouvrit la route lui-même jusqu'au plus proche hôpital. J'aurais dû m'éclipser après avoir laissé Joe à l'hôpital, mais je ne le fis pas. J'attendis à la porte de sa chambre jusqu'à ce qu'on me dise qu'il s'en sortirait. Alors je me dirigeai vers la sortie, mais une infirmière me rappela. « Monsieur, votre ami voudrait vous parler, mais ne restez pas trop longtemps. » Joe n'avait plus l'air aussi costaud. Il avait le visage creusé, blafard, l'air faible et désemparé sous la tente à oxygène. J'avais peine à entendre ce qu'il disait. « Je n'ai pas l'intention de te faire coffrer, Kid. Je peux pas faire ça. Mais pourquoi n'irais-tu pas te constituer prisonnier? Hein? Ça vaudrait mieux. » Je ne répondis pas tout de suite. Je pensais à la chambre à gaz. Je pensais au procès. Je pensais à ce que serait ma vie derrière les barreaux. Même si j'étais libéré un jour, je resterais marqué tout le restant de ma vie. Je serais un ancien condamné de droit commun. Vraiment, Joe? Tu crois vraiment que ça vaudrait mieux?
Je sais pas, Kid. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais quoi que tu décides de faire, petit, écris-moi une fois en passant. Fais-nous savoir au moins où tu es. Hein? Écris-moi, Kid. Je t'en prie, petit. Écris-moi. D'accord, Joe. Je t'écrirai. Il eut un faible sourire et ferma les yeux. Je sortis de la chambre et me faufilai à travers les couloirs jusqu'à ce que je trouve la sortie. La voiture d'Eddie était là où je l'avais laissée, dans le parking. Je me dirigeais vers elle. Mais brusquement, je fis demi-tour et je m'éloignai. Oui, j'aurais pu retourner à la ferme et récupérer l'autre moitié du reçu qui était sur le corps d'Eddie. Mais à quoi bon tout ça? Je fouillai dans mon portefeuille et en sortis la moitié de reçu que j'y avais planqué. Je le déchirai en menus morceaux et les semai sur la chaussée. Le vent les dispersa comme des confettis poussiéreux tandis que je prenais la direction des trains qui sifflaient dans le lointain. Tout en marchant, je m'interrogeais. Les choses auraient-elles tourné autrement si on m'avait fait escorter vers la côte ouest par un autre flic que Joe? Joe, mon frère aîné? Pauvre Joe. Je ne lui ai jamais donné beaucoup de raisons d'être fier de moi. Mais je me demande si j'aurais pu laisser Eddie couper la main d'un homme, de n'importe quel homme, pour pouvoir ramasser ce fric. Je ne le saurais jamais. Mais je tiendrai ma promesse, oui. Un de ces jours, j'écrirai à mon frangin. J'écrirai à Joe. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.